Donc, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour notre deuxième conférence du cycle Conférence Chimie B. Merci aux visages familiers, donc ceux qui sont déjà venus à la première conférence, et bienvenue aux nouveaux. Aujourd'hui, donc, c'est Manon Flézard qui va faire une conférence sur la chimie organique, et je la laisse donc se... Merci. Et merci à tous d'être venus si nombreux. Et juste pour savoir, juste pour savoir à peu près de votre niveau en chimie, qui est-ce qui est encore au lycée ici? Non, vous n'êtes pas au lycée forcément. Qui est-ce qui est en prépa? S'il y en a qui sont en prépa ici. Et qui est-ce qu'ici n'a pas fait de chimie depuis longtemps? Non. Alors non, toi tu étais en cours cet après-midi. Bon, du coup d'accord. Ça correspond un peu à ce que j'avais imaginé. Donc du coup, moi je vais vous parler en fait d'un sujet qui me passionne, c'est l'application de la chimie à la santé. Et je choisis ce sujet parce qu'en fait c'était un sujet dont j'aurais aimé qu'on parle en fait quand j'étais au lycée et en terminale. Et ce qui est important en fait dans ces conférences, c'est qu'on va vous montrer donc, les applications que peut avoir la chimie dans plein de domaines et pas seulement en fait dans les cours que vous pouvez voir. Il y a vraiment beaucoup de domaines d'application et moi ce dont je voulais vous parler c'était la santé. Et en fait je vais vous parler de la santé à travers de la chimie organique. Et donc je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'on fait en laboratoire en chimie organique, mais ce que je vais surtout faire c'est que je vais vous parler de synthèse de médicaments. Et donc on va voir différentes étapes de la synthèse de médicaments, calmement, hein, mais de façon point de vue industriel, en fait, avec le point de vue industriel plutôt. Et donc voilà. Donc, dans un premier temps, donc, je vais vous parler de la chimie de laboratoire. Donc à quoi ça ressemble un laboratoire de chimie organicien plutôt. Donc pour ça d'abord, en fait, quand j'ai commencé à faire des recherches sur la conférence, j'ai tapé chimie sur Google. Et en fait, je vais avoir des mots en anglais qui vont arriver dans ma conférence parce que des fois c'est plus pratique. C'est pas par goût, hein, mais c'est parfois plus pratique. Donc, j'ai tapé chimie sur Google, où je suis tombée? Alors, je suis tombée sur des affiches de Breaking Bad. Donc, Chemistry must be respected. Je suis tombée sur des affiches avec des scientifiques fous, ici, ou un laboratoire de potions, quelque chose qui ressemblait, comme dans Harry Potter. Je suis aussi tombée sur beaucoup de laboratoires très blancs, presque fluorescents, avec vous voyez, des récipients avec des jolies couleurs bien fluorescentes. Et sur beaucoup d'affiches qui ressemblaient à ça, c'est-à-dire des récipients dont on ne sert pas forcément en chimie avec de la couleur. Et alors en fait j'ai continué à chercher en fait, pour trouver des applications et je suis tombée sur beaucoup d'affiches qui ressemblent à ça. Sauf que ça c'est des affiches qu'on peut avoir donc, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'articles qui traitent de la chimie, sauf que ça ressemble pas à ça en fait, à un laboratoire de chimie. Un laboratoire de chimie ça ressemble plus à ça. Ouais, c'est vachement moins glamour mais ça ressemble à ça, c'est un peu le bazar. Il y a des appareils dont on ne sait pas trop parfois à quoi ils servent. De la vaisselle qui traîne parce qu'on fait notre propre vaisselle, on n'est pas des magiciens. C'est le bazar, on a des appareils, des hôtes pour ne pas respirer n'importe quoi. Et dans l'ensemble, c'est calme et c'est le bazar. Et souvent, en fait, il n'y a pas du tout de couleur qui traîne, pas de fumée, pas de choses comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le monde en fait, de la chimie de laboratoire ne ressemble pas du tout à celui qu'on peut trouver sur Google. Donc, si on commence un peu à parler de synthèse, la première synthèse que moi j'ai jamais vue, c'est la synthèse du paracétamol. Donc ça, la synthèse du paracétamol, on part avec donc, du paraminophénol et l'anhydrique éthanolique, qui sont donc nos produits initiaux. Et donc, en portant ça au reflux, dans de l'eau, donc avec ce magnifique montage, et si vous ne voyez pas les légendes, c'est pas grave, tout ce qu'il faut c'est l'idée du montage, on obtient le paracétamol et de l'acide éthanoïque. Donc on a notre milieu réactionnel, et qu'est-ce qu'on va faire après? On va purifier. Donc on peut faire de la filtration sous vide avec un Buchner ou de la recristallisation. Et une fois qu'on a obtenu notre produit, on va pouvoir faire des analyses. Donc de façon un peu grossière, en fait, ces 4 étapes sont des étapes essentielles donc, dans une synthèse organique. C'est-à-dire qu'on va partir de produits, on va réaliser notre synthèse, on va purifier et extraire afin d'avoir notre produit, et ensuite on va vérifier qu'on a le bon. Donc à chaque fois que je vais vous parler plus tard d'une synthèse, c'est ces étapes-là en fait de personnes qui manipulent dans un laboratoire qu'il va falloir retenir. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps. Donc ça par exemple il faut le laisser combien de temps au reflux. Et il faut faire des analyses, donc c'est pas aussi immédiat que ce dont je vais vous parler. Et pour la synthèse de médicaments, c'est extrêmement important, car ce sont des procédés extrêmement longs qui peuvent prendre des années. Donc, maintenant que j'ai un peu introduit mon sujet, je vais donc parler de la synthèse de médicaments. Et donc pour ça, je vais faire un petit test. Donc, en fait, généralement, de façon générale en chimie, dans le camp public, ce dont on entend parler, c'est la chimie, les médicaments, ça va nous tuer, la chimie, les pesticides, c'est pas bien. Bon, la chimie, c'est un bien grand mot, mais la chimie, il y en a partout en fait. Donc ça, par exemple, à main levée, est-ce que c'est quelque chose qui est synthétisé par notre corps ou synthétisé dans un laboratoire? Donc ceux qui sont plus pour un laboratoire.
dans notre corps. Dans notre corps, c'est le cholestérol. Donc, ouais. Ça, c'est quoi? Laboratoire? Ou laboratoire? Levez la main. Ouais, bon, les chimies, vous n'avez pas le droit de voter. Hein. Laboratoire, dans notre corps? Alors, il y en a plein qui votent pas. Hein, donc, non, ça, c'est du ibuprofène, c'est ce qu'il y a dans la ville. Donc, si on continue, ici, on a, c'est un antidépresseur. Ici, on a de l'aspirine. Donc, certains ont dû prendre. Là, on a l'adénine. Donc, il y a. Genre, je connais très rien en chimie, moi je dirais que c'est à peu près la même chose que ça, mais c'est pas le cas. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a dans notre ADN. Ici, on a la vitamine A, donc sous forme de rétinol. Et ici, par exemple, le spasson. Donc, en fait, c'est pour montrer que des molécules extrêmement compliquées, en fait, peuvent provenir de notre corps, alors que des molécules plutôt simples sont synthétisées intégralement en laboratoire. Et c'est pour montrer également que, donc, parfois, dans la synthèse de médicaments, on va être amené à avoir à synthétiser des composés extrêmement complexes pour qu'ils s'approchent le maximum de la chimie du corps humain, qui est une chimie extrêmement complexe, extrêmement difficile. Donc, qu'est-ce qui fait un bon médicament maintenant qu'on a vu un peu à quoi ça peut ressembler? Donc, on a un médicament qui traite sa cible. C'est-à-dire qu'on veut qu'un médicament qui traite la migraine et pas votre mal d'estomac. Donc, qui soit sélectif. Qui traite sa cible, ça veut aussi dire qu'il va traiter sa cible, donc il arrive, vous l'avalez sous forme de cachet, il vient vous soigner, et après vous voulez vous en débarrasser en fait de votre médicament. Donc il faut que ce soit un médicament qui puisse s'en aller rapidement. Vous voulez qu'il ne soit pas toxique, parce que dans la mesure du possible, un médicament qui vous évite d'avoir des effets secondaires, c'est quand même beaucoup plus sympathique qu'un médicament qui vous balance une liste d'effets secondaires long comme mon bras. Et ensuite, vous voulez qu'il soit facile à prendre. Facile à prendre, ça peut vouloir dire juste prendre un cachet. Sauf que prendre un cachet, c'est pas si évident que ça. Parce que quand vous prenez un cachet, votre médicament, il va dans votre estomac. Sauf que votre estomac, c'est rempli de trucs qui veulent détruire, en fait, décomposer pour que vous puissiez mieux l'ingurgiter, comme vos aliments, en fait. Donc tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a des enzymes, ce genre de choses. Donc il faut un médicament en fait, qui puisse résister à ça, qui puisse passer les parois de votre corps au niveau du système digestif, donc de l'intestin, de l'estomac, pour arriver dans votre sang, et qu'une fois dans votre sang, arrive à sa cible, donc votre muscle, votre cerveau, ce que ça peut être. Et ça, c'est pas forcément si facile que ça à faire. Donc notamment, vous voulez éviter qu'un médicament contre le mal de tête, vous ayez à le prendre en intraveineuse pour qu'il fonctionne. Et ça, en fait, de médicaments qui remplissent ces trois critères, il n'y en a pas beaucoup. Donc on pourrait citer la pénicilline, qui est un antibiotique, qui traite très bien sa cible, qui soigne contre de nombreuses maladies. Vous avez dû prendre déjà des dérivés de pénicilline quand vous avez été malade. Quand vous avez une bronchite, on a peut-être dû vous donner de l'amoxicilline. C'est un dérivé de la pénicilline ici. C'est pas toxique, quasiment pas. Quelques personnes qui sont allergiques, mais dans l'ensemble, c'est un des médicaments qui traite le mieux. Et dans l'ensemble, facile à prendre. Il y a un autre médicament, la morphine, dont vous avez dû aussi entendre parler. Alors, il traite bien sa cible, c'est un antidouleur, c'est un des meilleurs antidouleurs qu'on ait. Il traite sa cible. Après, en effet secondaire, c'est pas aussi bien que la pénicilline, étant donné qu'on peut très vite devenir dépendant si on dépasse les doses recommandées. Et c'est pas facile à prendre, on ne prend pas des cachets de morphine en fait. Et la morphine, c'est intéressant en fait, parce qu'on garde sur le marché, malgré en fait les dégâts que ça peut engendrer, notamment dû à la dépendance en fait, que peuvent subir les gens. Et il y avait un médicament comme ça qui marchait très bien au début du siècle. C'était voilà, c'est l'héroïne. Alors l'héroïne, c'est une drogue, c'est interdit. Mais au début du siècle, on pouvait en acheter en pharmacie, en rime cachée. Pourquoi? Parce que c'était le meilleur antidouleur qu'on ait jamais trouvé. Ils pensaient au début du siècle, au 19e siècle, pouvoir éradiquer la douleur grâce à l'héroïne. Donc, si la morphine c'est un composé naturel, en fait, l'héroïne, c'est Bayer, en fait, la grande entreprise de chimie Bayer, en fait, qui l'a développée. Donc c'est ici, en fait, une voie synthétique en fait, à partir de la morphine. Et c'est un super antidouleur. Le problème, c'est que c'est également une molécule qui provoque des effets de dépendance extrêmement forts. C'est pour ça que c'est une drogue et que ça cause des ravages actuellement. Mais ce pourquoi je vous l'ai mis, c'est pas juste pour vous donner l'héroïne sur mon diapo, c'est aussi pour donc, vous montrer la similitude en fait, avec la structure de la morphine. Donc on voit ici que les cycles en fait, sont exactement les mêmes entre la morphine et l'héroïne, que tout ce qui a changé, c'est qu'on a changé donc, le groupement alcool ici par un ester ici et ici. Et bizarrement, ils avaient les mêmes propriétés, c'est-à-dire que c'était des antidouleurs et ils provoquaient de la dépendance. Donc, ça c'est dû au mode d'action d'un médicament. Donc, un médicament, quand vous prenez, qu'est-ce que c'est? Donc, il a une cible macromoléculaire, qui a un site d'accroche. Donc, votre médicament, il arrive, parce qu'on lui a donné
les bonnes actions pour qu'il arrive, il doit se fixer sur la cible. Et après, une fois qu'il est là, il va pouvoir former des liaisons intermoléculaires avec votre cible qui peuvent être de différents types. Donc, là, on va avoir des liaisons hydrogènes. Donc ici, vous avez un petit schéma qui va vous rappeler ce que c'est les liaisons hydrogènes si votre mémoire vous fait défaut. Des liaisons covalentes, comme celle-ci, mais également des liaisons de Van der Waals et des liaisons ioniques. Et en fait, influer sur la nature de ces liaisons, leur nombre, va être crucial dans une synthèse de médicaments, car ça va pouvoir donc, jouer sur la force d'accroche de votre médicament à votre cible, et donc sur son efficacité. Donc, la conception d'un médicament, ça regroupe beaucoup d'étapes. Donc d'abord, on choisit une maladie. Comment est-ce qu'on choisit une maladie? On choisit une maladie qui a besoin d'un médicament, ce qui semble logique. Mais ça répond aussi à des intérêts économiques, c'est-à-dire qu'un groupe pharmaceutique va avoir plus intérêt à développer un médicament qui soit une maladie qui existe dans le monde développé que dans un pays moins développé, parce que moins de gens vont pouvoir acheter leurs médicaments. C'est pour ça qu'on a beaucoup de médicaments qui prennent à nouveau la migraine et autres maladies qu'on trouve dans les pays développés. Donc une fois qu'on a vu qu'il y avait un besoin de synthèse d'un nouveau médicament, on choisit sa cible. Donc, c'est-à-dire qu'on va choisir sa cible dans notre corps. Ça répond à plusieurs demandes. Déjà, quel type de cible? Donc, genre, je vous détaillerai après ce à quoi correspondent les cibles de médicaments, mais on peut avoir des enzymes, des acides nucléiques, des récepteurs cellulaires. Ensuite, une fois qu'on a à peu près le type et qu'on voit donc, lequel de ces trois récepteurs est lié en fait, à notre maladie et sur quoi on va pouvoir faire effet, il faut qu'on choisisse précisément dans le corps. Donc ça signifie connaître notre corps et savoir dans quel endroit on va pouvoir envoyer un médicament pour qu'il fasse effet. Et ensuite, on veut choisir quel type d'interaction on va avoir contre ces types. Donc, est-ce qu'on veut amplifier un effet du corps, c'est-à-dire, par exemple, le paracétamol dont j'ai parlé plus tôt, c'est un médicament qui va amplifier l'action de la sérotonine, qui est sécrétée par notre corps. Ou alors quelque chose d'antagoniste, en fait, qui va vouloir au contraire étouffer une réaction de notre corps. Et un inhibiteur d'enzymes, dont je parlerai un peu plus tard. Donc, une fois qu'on a choisi, ce qui peut prendre un peu de temps, on s'assure en fait qu'on va pouvoir avoir une certaine sélectivité sur la cible. C'est-à-dire que, comme je l'ai parlé, on veut qu'un médicament il aille à sa cible, et la bonne cible, pas celle d'à côté. Donc on veut s'assurer qu'au niveau de notre cible, il y a des choses qui la rendent particulière. Et on veut regarder comment est-ce que du coup notre médicament va pouvoir s'y fixer. Une fois qu'on a choisi, alors on détermine à l'avance les bioassays. Les bioassays, ce sont les tests. En fait, les tests, pas les tests cliniques sur les humains qui vont servir plus tard au développement du médicament, mais vérifier que notre médicament va se fixer à notre cible, vérifier que la cible répond bien, que c'est pas toxique dans l'ensemble. Et ça, on peut faire ça in vivo et in vitro. Donc in vivo, c'est par exemple, on va cibler une enzyme précise, donc on va pouvoir isoler. Et in vitro, on peut faire ça sur des animaux de laboratoire, mais ça, il faut faire éviter parce qu'il y a beaucoup de questions éthiques sur les animaux de laboratoire. Et faire plutôt des tests in vivo. Et pourquoi est-ce qu'on choisit ça avant? C'est que le médicament qu'on va synthétiser par la suite, il va subir de nombreuses modifications pour s'assurer qu'il marche. En fait, on va en tester plein. On va chercher, reculer. Et pour ça, on va faire plein de tests en fait. Donc il faut qu'on ait un test qui soit rapide, simple et clair. Donc ils vont réfléchir à ça avant de se lancer dans leur synthèse. Donc une fois qu'ils ont trouvé, alors ils s'intéressent au composé principal. Donc le composé principal va donner l'ossature du médicament, la structure chimique globale. Et ça, on prend dans plusieurs sources. Donc on va regarder les produits naturels parce que tout comme la chimie du corps humain est une des meilleures chimies qui soit, celle de la nature est excellente. Enfin, l'homme a du mal à imiter la nature. Donc on va essayer de regarder ce qu'on trouve dans les plantes. Notamment par exemple la morphine, c'est quelque chose qu'on extrait du pavot, enfin de l'opium. On va regarder les liquides naturels qui existent dans le corps humain. Donc des peptides, des protéines, des choses comme ça. Et également dans les médicaments déjà existants qu'on va pouvoir améliorer. Ensuite, une fois qu'on a ça, on développe le médicament, donc ça veut dire plein de choses que je vais vous raconter après. Parce que si je vous spoil maintenant, c'est pas très intéressant. Et une fois qu'on a ça, parfois on a besoin de retourner en arrière. Parce que des fois on trouve un médicament qui synthétise très bien, mais finalement après ça marche plus, et donc il faut recommencer, retrouver quelque chose en fait. Et donc ça, c'est pour ça qu'un médicament met des années à développer, parce qu'il y a constamment une remise en question, un retour en arrière pour s'assurer que finalement ce qu'on va mettre sur le marché, c'est un bon médicament. Ensuite, une fois que tout ça va bien, on peut passer au test clinique. Donc on va vérifier la toxicité. Alors la formule, c'est parce que votre médicament que vous prenez, votre paracétamol, il n'y a pas juste le paracétamol dans votre cachet. Il y a plein d'autres choses pour s'assurer que ça fasse un cachet, qu'il puisse être bien ingéré, des choses comme ça. Donc il faut trouver une formule pour ceci. Après on fait les différents tests cliniques pour s'assurer que le médicament il fonctionne, parce qu'il n'y a pas grand intérêt à mettre un médicament sur le marché qui ne fonctionne pas.
Et on passe à la manufacture, c'est-à-dire la production en grande quantité pour le vendre dans toutes vos pharmacies ou dans les hôpitaux. Donc, on va déposer des brevets. Bon, ça, on peut le faire avant, mais je l'ai mis là. On va s'assurer que le médicament il est accepté par les organismes compétents, parce qu'on ne met pas un médicament sur le marché juste parce qu'on a envie de le mettre. Il faut s'assurer quand même qu'il y a certaines régulations. Et il y a tout ce qui s'appelle le process. Le process, c'est donc le développement en fait, de la synthèse à grande échelle. Et parfois, du coup, un retour à ces étapes-là, parce qu'on peut avoir une synthèse qui marche très bien ici, et en fait, ça coûte tellement cher à faire qu'on ne peut absolument pas développer ça en médicament. Enfin, un médicament qui coûte des milliers d'euros à être fait pour un comprimé, c'est pas viable en fait, dans l'ensemble. Du coup, il faut s'assurer qu'on ait une synthèse qui soit facilement faisable et pas très chère. Et une fois que c'est fait, on peut mettre le médicament en place. Mais bon, entre là et là, il peut y avoir un temps en fait extrêmement long. Donc moi, ce que je vais faire, c'est revenir sur certaines de ces étapes. Donc, d'abord sur les cibles. Donc, c'est quoi les cibles? Donc, j'ai dit les récepteurs cellulaires. Donc ça, c'est un schéma très simplifié d'une cellule humaine. Donc, on voit le noyau ici avec le matériel génétique, la membrane, le cytoplasme, et ici, j'ai schématisé un récepteur cellulaire. Donc, comment ça fonctionne un récepteur? On a un messager qui arrive et qui diffuse un message donc, à la cellule pour l'informer donc de ce qui se passe, de ce que la cellule doit faire. Et selon le message, elle va synthétiser certaines choses, elle va arrêter d'en synthétiser certaines. Et pas. Donc on peut agir en fait sur ces récepteurs en fonction de ce qu'ils reçoivent, on peut les bloquer, on peut amplifier les messages qu'ils reçoivent pour qu'ils en diffusent plein, pour que la cellule synthétise plein de choses. On a après les acides nucléiques, donc l'ADN qui est contenu ici. Mais ça peut être également l'ADN de ce qui nous attaque. Donc on voit ici l'ADN et l'ARN qui sont composés donc ici de bases qui sont liées entre elles par des liaisons hydrogènes, et on peut avoir des médicaments qui vont influer donc, sur l'ordre de ces bases pour changer la façon dont votre patrimoine génétique s'exprime dans votre corps. Et ensuite, on a les enzymes. Alors les enzymes, c'est des catalyseurs de réaction. Donc de façon très schématisée, ça ressemble à ça. Donc on a un substrat qui va venir s'accrocher à l'enzyme, donc ici on a des formants, et ensuite l'enzyme va catalyser une réaction qui va donner de façon schématique un produit et un deuxième produit. Et quand on parle d'inhibiteur d'enzyme, en fait, c'est une enzyme qui va annuler donc une action qui va annuler donc, la catalyse opérée par cette enzyme, et donc faire en sorte que la réaction n'ait pas lieu. Donc on a ces cibles, il faut quand même y arriver. Donc, je vous ai parlé de sélectivité, comment est-ce qu'on arrive à la sélectivité? Ici, j'ai un composé imaginaire, un composé principal imaginaire que j'ai trouvé. Donc, il a cette forme-là, et donc on voit qu'il a différents groupes fonctionnels qui peuvent réaliser différents types de liaisons. Ici, par exemple, on a des alcools qui peuvent réaliser des liaisons hydrogènes, on a un groupe aromatique ici, une double liaison ici, un groupe méthyle ici, ça peut réaliser des liaisons de Van der Waals, et ici, avec cet azote chargé, on peut réaliser des liaisons ioniques. Mais ce composé principal, en fait, pour s'assurer qu'il va bien être fixé à sa cible, on peut le modifier. C'est ça, en fait, la synthèse d'un médicament. Donc, dans nos groupes fonctionnels, ici, si j'enlève mon méthyle, je vais changer les liaisons que je peux réaliser. Pareil, si je change mon méthyle ici par un hydrogène, je vais changer la force des liaisons ioniques que je vais pouvoir réaliser. Et donc pour ça, il faut savoir, en fait, quand on réalise un médicament, à quoi ressemble la cible et avec quel type de liaison on va pouvoir s'y fixer et avec quelle intensité. Donc un alcool, ici, par exemple, va pouvoir réaliser des liaisons hydrogènes avec d'autres alcools qui sont au niveau des récepteurs. Alors que si on change ça par, ici, un éther, on va avoir un bouclier stérique. Alors la gêne stérique, la gêne stérique, c'est en fait que le fait qu'un substituant avec un volume très important va empêcher l'accès à notre molécule parce qu'il va bloquer en fait. C'est vraiment juste un effet de... c'est un mur moléculaire. Donc ici on voit qu'on ne peut pas réaliser la liaison parce qu'on va avoir ce substituant qui est beaucoup trop gros et donc qui va nous bloquer notre liaison hydrogène. Ensuite, alors si on a des groupes aromatiques ici, donc des benzènes, s'ils tombent sur des régions plates et hydrophobes, ils vont pouvoir réaliser plein de liaisons de Van der Waals. Alors que si au contraire on prend un cyclohexane comme ça, le nombre de liaisons qu'il va pouvoir réaliser vont être beaucoup moins nombreuses. Donc ça va pouvoir beaucoup mieux se fixer. Alors pareil, des amines ici. Alors les amines, on en a beaucoup dans les composés qu'on va pouvoir trouver notamment au niveau des composés naturels. Et là on a un amine primaire. Donc ici il va pouvoir réaliser
une liaison ionique avec un groupe carboxylique ici, et des liaisons hydrogènes. Et en fait, si on change la nature de l'amine, donc si on fait une amine secondaire et une amine primaire, on va diminuer le nombre de liaisons hydrogènes qu'il va pouvoir réaliser, et donc son accroche à sa cible. Et alors quand on dit on va juste changer cette amine en passant d'un primaire jusqu'à par exemple une amine tertiaire, c'est pas quelque chose qu'on fait par magie. En fait, je me réveille un matin, je me dis tiens, en fait, si mon amine, je mettais un amine tertiaire. C'est quelque chose, comme j'en ai parlé au début, c'est des synthèses qui prennent du temps, qui sont compliquées. Mais ici, en fait, je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on passe d'un substitut à un autre. C'est des synthèses qui existent dans des manuels de chimie organique, des choses comme ça qu'on apprend en cours de chimie organique. Et il faut savoir les exploiter en fait pour avoir les substituants qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est comment ces substituants vont pouvoir nous aider, nous, à avoir un médicament qui sera efficace et fonctionnel. Ici, un amide qu'on va beaucoup trouver quand on va utiliser des molécules naturelles, donc des protéines, des peptides, qui va pouvoir réaliser des liaisons hydrogènes aussi. Alors, avec des doubles liaisons carbone-oxygène, on va pouvoir réaliser donc des interactions dipôle-dipôle ici, parce qu'on voit que nos dipôles sont alignés. Mais si on change donc notre substituant en remplaçant par un alcool, donc le fameux alcool qui fonctionnait bien pour des liaisons hydrogènes, ici, avec un dipôle, on voit que les dipôles ne sont pas alignés, donc on ne va pas pouvoir avoir d'interaction. Pareil, si on veut réaliser des liaisons hydrogènes, on peut rajouter donc, un halogène, notre médicament, la R c'est notre médicament. Si on a une cible qui est liée à un amine, on va pouvoir avoir une réaction de substitution et on va avoir notre médicament qui est lié à notre cible. Donc, ça peut fonctionner comme ça. Alors, cas particulier, ça s'appelle des bêta-lactames. C'est un cycle à 4 avec une double liaison O, et paniquez pas, c'est juste que je vais en parler après, c'est pour ça que je vais parler ici. Donc si on a un récepteur qui termine par un acide aminé, donc qui est une sérine, elle va pouvoir réagir avec notre bêta-lactame et former cette liaison. Donc une liaison assez forte en fait, qui va nous intéresser par la suite. Donc une fois qu'on a optimisé nos interactions entre notre médicament et notre cible, on va quand même s'assurer que notre médicament y va jusqu'à notre cible. Sinon c'est un peu dommage. Donc pour ça on veut optimiser. Alors, j'ai avancé d'une diapo. Donc j'en suis toujours à comment interagir mes interactions. Donc pour ça, en fait, on va aussi accentuer donc, le rôle des substituants utiles et des groupes fonctionnels utiles dans notre molécule. Donc ici, donc, on avait la glypine, rappelez-vous, il y avait plein de groupes fonctionnels qui pouvaient faire plein de types de liaisons, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui peuvent être les plus puissants par hasard. Enfin, plutôt. Donc on va modifier cette molécule pour qu'elle ait vraiment uniquement les groupes qui nous intéressent. Donc on peut donc enlever et ajouter des groupes fonctionnels, on peut enlever des groupes aromatiques et des cycles, et on peut changer nos substituants pour que là, il va nous rester donc, le cycle aromatique ici, dont je vous parle plus tôt, des alcools et des azotes qui vont pouvoir faire des liaisons fortes qui nous intéressent pour notre médicament. Imaginez, la glypine, ça n'existe pas, cherchez pas ça sur Google. Donc, on peut également essayer de rigidifier la structure. Parce que si on prend cet exemple, donc on a un médicament qui peut faire plein de liaisons avec notre récepteur, sauf que vous savez que les liaisons, elles ne sont pas rigides, elles ne sont pas fixes. Les liaisons simples, elles tournent sur elles-mêmes. Donc, ce même médicament, ça a bien marché, ici, il a changé de conformation et donc il est plus lié à la cible, il ne peut plus du tout faire le même type d'interaction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ces liaisons-là pour rigidifier la structure et s'assurer donc que notre message est bien transmis dans la bonne conformation. Et alors ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut donc faire du structure-based drug design, c'est quand on étudie plus la cible en fait, pour avoir vraiment un médicament qui va se baser sur cette cible du début à la fin. Et il y a également une énorme part de chance et d'erreur. En fait, des fois, les chercheurs, ils essaient quelque chose auquel ils ont quand même réfléchi, et ça marche super bien, sans qu'ils puissent directement expliquer ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est une part, en fait, donc, du travail pour optimiser ces interactions. Donc ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est qu'on veut s'assurer que notre médicament il aille jusqu'à notre cible convenablement. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire varier la polarité. Donc vous voyez cette grosse molécule, il suffit que je change ma polarité pour qu'elle soit mieux transportée, par exemple, au travers des membranes de notre estomac et de nos cellules. On peut également faire varier le pK de notre molécule. Parce que selon les lieux du corps
vers lequel est destiné notre médicament, le pH ne sera pas le même. Donc on veut s'assurer qu'il y ait un pK adéquat pour être mieux transporté. Donc ici, on va changer le substituant pour réduire la basicité de notre molécule. On peut également s'assurer en fait, qu'il va résister à la dégradation, comme je vous l'ai dit au début. Le corps, c'est un endroit qui a plein de choses pour détruire ce qui ne vient pas du corps. Donc le médicament ne vient pas de votre corps aimerait le détruire, sauf que on n'a pas vraiment envie que ce soit détruit vu que c'est un médicament qui va vous servir. Donc on peut rajouter des substituants pour s'assurer qu'il résiste à cette dégradation. Par exemple ici on a rajouté un bouclier stérique et on a changé donc, ce groupement pour avoir un amide, donc avoir un meilleur champ électronique. Mais on peut également, de façon différente, vouloir accélérer la dégradation parce que si on a un médicament qui va bien jusqu'à sa cible mais qui va tellement bien qu'il ne veut pas en partir, c'est également embêtant en fait parce que, comme je vous l'ai dit au début, on veut un médicament qui arrive bien jusqu'à votre cible puis après qui disparaisse. Et donc par exemple, un médicament comme ça, on va pouvoir ajouter des esters ici pour accélérer sa dégradation parce que des groupes esters vont être bien repérés en fait par votre corps et ça va accélérer sa dégradation. Et un cas particulier, c'est les prodrugs en fait, qui sont des molécules inactives, donc que vous ingérez de façon inactive, mais qui se transforment dans votre corps. Par exemple, la dopamine. La dopamine, c'est un médicament qui est utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson. Sauf que cette molécule est trop polaire et elle n'arrive pas à passer la barrière entre votre sang et votre cerveau. Donc, ce qui est ingéré donc, par les malades de Parkinson, c'est l'évodopa. C'est-à-dire que c'est une molécule qu'ils ont synthétisée en premier lieu, ici. Donc, ici, on voit un acide carboxylique ici. Et en fait, bizarrement, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux en fait, transporté dans notre corps par des protéines de transport. Et une fois arrivé dans le cerveau, donc ça passe très bien la barrière entre le sang et le cerveau, une fois arrivé dans le cerveau, il va y avoir des enzymes carboxylases de notre corps en fait, qui vont enlever cet acide et permettre à la dopamine de retrouver, d'exister et donc d'avoir effet sur le cerveau et donc de traiter la maladie de Parkinson par exemple. Mais on peut également avoir des prodrugs qui vont essayer de masquer la toxicité. Donc ça c'est l'acide salicylique. L'acide salicylique c'est ce qui après synthèse donne l'aspirine. C'est ce qui est issu de la produit naturelle ici. Sauf que l'acide salicylique, ça provoque des saignements gastriques. Le problème c'est que c'est ça en fait qui vous soigne, c'est pas l'aspirine, c'est l'acide salicylique qui vous soigne. Donc pour faire ça en fait, ils estérifient, c'est-à-dire qu'ils changent ici cet alcool en ester, et ça par contre, ça ne provoque pas des saignements gastriques, et une fois dans le corps, il subit une hydrolyse pour redevenir l'acide salicylique et vous traiter, mais sans vous provoquer des saignements gastriques cette fois. Et enfin, on peut également utiliser des prodrugs pour augmenter la solubilité. Par exemple, ça c'est l'estérone, c'est un stéroïde, mais c'est pas très soluble dans l'eau, sauf que il y a vraiment beaucoup d'eau dans le corps. Du coup, à la place, on va fixer donc, un acide aminé dessus, donc qui va être ingéré par l'organisme, et une fois dans le corps, on va pouvoir séparer ça en un produit qui est absolument pas toxique, vu que c'est un acide aminé, et avec l'estérone, donc, qui va pouvoir faire son effet. Donc comme ça, on a différents mécanismes pour optimiser l'accès à la cible. Et alors là, on va parler d'un cas particulier, c'est la pénicilline. Donc, on va d'abord parler donc, du composé principal, donc la base, la pénicilline originelle. Donc la pénicilline, c'est cette structure, ça a été découvert en 1928 par Fleming, qui a passé des années à tenter de l'isoler, car la pénicilline, c'est quelque chose qui est synthétisé par des moisissures, des champignons en fait, qui mis en culture et dans un milieu particulier, donc synthétise cette molécule. Donc il a passé sa vie à essayer de l'isoler, il n'a jamais réussi, et ça a été purifié en fait en 1940 par Florey et Chain. Donc, une fois qu'ils l'ont découvert, on trouve un moyen en fait de multiplier la production par les pénicilliums donc de pénicilline et ont rendu ce procédé industriel et ça a permis de sauver beaucoup de vies en fait pendant la Seconde Guerre mondiale parce que c'était envoyé avec les soldats américains au front et ça permettait de les soigner face aux infections qu'ils pouvaient avoir sur le front qui étaient multiples. Donc la pénicilline c'est cette structure, il y a deux types. La pénicilline G, donc ici, ce substituant ici c'est un enzyme ici, et la pénicilline V, que elle on avale par voie orale. Alors que la pénicilline G est réservée donc à une utilisation intraveineuse et de nos jours en fait ça sert qu'à traiter la syphilis. Et ça a permis par exemple de diminuer drastiquement en fait, la mortalité sur la syphilis qui était autrefois une maladie mortelle et maintenant qu'on soigne très très bien avec la pénicilline G. Donc comment est-ce que ça agit la pénicilline? Ça agit sur des bactéries. Donc une bactérie, de façon très très schématique, ça ressemble à ça. Donc c'est pas comme nous parce qu'ils n'ont pas de noyau, donc le matériel génétique de la bactérie n'est pas encapsulé dans un noyau.
ils ont donc une membrane cellulaire, mais également une paroi cellulaire. Et la pénicilline, elle va agir sur cette paroi. Donc c'est une paroi qui est composée donc, de sucre ici, d'alignement de sucre, sur lequel sont accrochés donc, sur les NAM, ici parce qu'on a des NAM et des NAG, donc une chaîne d'acides aminés, et ces chaînes sont reliées entre elles par une autre chaîne d'acides aminés, une chaîne de glypine. Et c'est sur la formation de ceci en fait que va agir la pénicilline. Parce que, alors, cette paroi, elle se forme comment? Donc vous prenez votre sucre avec votre tige d'acide aminé. Grâce à une enzyme qui va se fixer ici, elle va casser cette liaison, s'y fixer elle-même, et permettre ensuite le fait de lier donc, une autre tige à la première tige avec une chaîne de glypine, donc par action de l'enzyme ici. Alors la pénicilline arrive à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle va se fixer sur l'enzyme qui permet ceci. Donc ici on a l'enzyme avec les différents sites et la pénicilline, ici, donc qui va réagir selon le mode d'action que je vous ai montré tout à l'heure, et elle va se fixer, ce qui fait que la chaîne de glycine ne va plus pouvoir arriver et va plus pouvoir ensuite réaliser donc, la fixation avec les autres tiges. Et donc, en annulant donc, la synthèse de la paroi, la pénicilline va tuer la bactérie. En fait. Le problème, c'est que les bactéries, elles ont trouvé un moyen de résister à la pénicilline. Donc, avec ce qui s'appelle des bêta-lactamases qui vont rompre cette liaison. Donc, on a vu qu'elle était très très utile, cette liaison, pour que notre pénicilline se lie à notre enzyme et donc qu'elle mène à qu'elle empêche la synthèse de la paroi cellulaire. Donc si jamais elle est déjà coupée en fait par des bêta-lactamases, la pénicilline elle est inactive en fait. Et ça c'est quelque chose qu'ont développé en fait les bactéries. Le problème aussi avec la pénicilline, c'est que cette liaison est extrêmement sensible en fait, elle a une sensibilité acide très forte, ce qui va mener également à sa rupture et donc à son inactivation. Mais les problèmes qu'on a découverts avec la pénicilline aussi, c'est qu'elle doit faire face à des barrières physiques pour accéder à la paroi et à l'enzyme qui permet la synthèse de la paroi, que des fois l'enzyme n'a pas vraiment beaucoup d'affinité avec la pénicilline et que parfois, suite à des mutations, la bactérie va devenir plus résistante. Donc pour ça, il y avait ce composé principal, et comment est-ce qu'on fait en fait, pour continuer à le modifier pour garder un médicament qui est presque miraculeux. La pénicilline, quand ils l'ont découvert, c'était presque un miracle. Donc, ils ont fait beaucoup d'études, les chercheurs, les chercheuses, et ils ont identifié dans la pénicilline ce qui était essentiel. Donc, on a ce bêta-lactame ici, on a une stéréochimie particulière à ce niveau-là, un groupe carbonyle et ici l'amide. Mais le reste, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'isoler un composé semi-synthétique, ici, le 6-APA. Parce que oui, aussi, le problème avec la pénicilline, je vous l'ai dit, c'est synthétisé par des champignons, mais c'est pas synthétisable par l'homme. C'est-à-dire que ça a été fait une fois, avec un rendement de moins de 1%, en ayant pris beaucoup de temps. Donc ils ont abandonné la voie, parce que franchement, c'était pas viable de faire ça. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir de la pénicilline G, ils ont réussi à isoler ce produit, le 6-APA, donc, qui, mis en réaction avec des chlorures d'acide ici, peut donner à peu près tous les analogues de la pénicilline qu'on veut. Il suffit de changer le R pour quel est le propriété qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On peut rajouter des boucliers stériques, ici. Donc ça va empêcher le bêta-lactamase d'accéder à cette liaison-là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter donc, des groupes électroattracteurs pour rendre cette liaison-là plus résistante à l'acide. Et donc, ils ont également trouvé d'autres analogues avec à nouveau notre bêta-lactamase ici, les céphalosporines. Donc ça a été découvert dans les années 30 et ça présente donc, une bien meilleure résistance au bêta-lactamase que la pénicilline. C'est juste un peu moins actif. Mais ils ont développé ça en fait parce que si à nouveau on arrive à synthétiser le 7-ACA, donc cet analogue ici sur lequel on peut faire ce qu'on veut, on peut synthétiser tous les analogues possibles. Et donc, par exemple, ici je vais vous montrer une synthèse, paniquez pas, c'est une longue synthèse en fait. Je vais vous montrer comment à partir de la pénicilline, on peut arriver à un céphalosporine, ici, avec toutes ces étapes, pour montrer que c'est un peu long quand même la synthèse de médicaments, mais avec un composé méthyle à ce niveau-là, qui par exemple va faciliter l'absorption orale, de façon, par exemple dans un cachet, ça va être plus facile en fait d'être avalé et d'être absorbé par notre corps. Donc ça c'est des façons dont ils ont pu résoudre les problèmes causés par la résistance des bactéries à la pénicilline. Donc, maintenant, nouvelle étape, une fois qu'on a réussi à isoler tout ça, on passe à la manufacture.
Donc, la manufacture, c'est donc tout le procédé qui mène à développer donc, la synthèse de votre médicament à très grande échelle pour qu'il soit vendu. Et c'est là où votre synthèse peut faire face à plusieurs changements. Donc, nos manufactures, si on repart donc de l'acide salicylique qui mène à l'aspirine, une première voie de synthèse consiste à utiliser ceci pour former l'aspirine, et en déchet, on a de l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique, c'est pas le déchet le plus sympa au monde. Il y a de l'halogène, quand ça forme un gaz, vous avez vraiment pas envie de respirer ça parce que voilà. Donc à traiter, c'est compliqué. Mais une autre voie de synthèse, par exemple, ça peut utiliser donc l'anhydride phénolique, et votre déchet, c'est l'acide éthanoïque, donc du vinaigre. C'est beaucoup mieux, non? Non? Ouais. Bon, alors paniquez pas. Donc, là par exemple, c'est une autre synthèse. C'est super long. Alors moi je trouve ça cool, je pense qu'au fond ils sont pas forcément d'accord avec moi. Mais ça c'est une voie de synthèse donc qui part de ceci pour arriver à ceci. C'est un antidépresseur. Il y a plein d'étapes, plein de grosses molécules, je vous demande pas de comprendre ce qui se passe dans chaque étape, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ça. L'intérêt à ça, c'est que ça a été développé par des chercheurs dans les années 90. Ils ont suivi cette voie de synthèse avec toutes ces étapes un peu compliquées. Et qu'est-ce qu'ils ont eu à la fin? Ils ont eu un rendement de 0,25%. Ils en ont eu très peu. Et oui, ça leur a pris 5 mois, du coup ils étaient tristes. Donc, 5 mois de synthèse, un rendement de 0,25%. Vous comprenez bien que pour développer un médicament qui doit être envoyé dans toutes les pharmacies du pays, voire du monde, c'est pas possible. C'est pas tenable. Donc ils se sont penchés sur toutes leurs étapes. Et oui, ça leur a pris 5 mois, donc c'est long en fait, c'est pas possible. Donc ils se sont penchés sur toutes leurs étapes une à une pour réaliser que, où est-ce qu'on s'est trompé et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc ils ont apporté beaucoup d'attention par exemple à toutes leurs étapes de purification. Je vous avais parlé au début de la purification. C'est extrêmement important parce qu'on peut perdre du produit si on purifie un peu n'importe comment sans prendre extrêmement attention donc de la façon dont on va recueillir notre produit. Et ils se sont penchés sur toutes leurs étapes pour voir donc, ce qu'ils pouvaient faire. Donc par exemple cette étape. Donc cette étape, ils avaient comme produit NaBH3Cl. Et le NaBH3Cl, ça pourrait lâcher du HCl, un gaz toxique, enfin je ne sais pas les détails, on ne veut vraiment pas ça comme produit. En plus, c'est inflammable et ça coûte cher. Donc vraiment la hantise d'un industriel, c'est un produit qui va coûter cher. Et donc ils ont réfléchi à comment en fait arriver au même résultat, mais avec un produit qui va être moins dangereux et moins cher. Ils ont trouvé qu'avec donc H2, donc de l'hydrogène sur palatine charbon, ça marchait tout aussi bien, mais c'était moins dangereux parce que bon, le H2 c'est un gaz explosif, mais c'est toujours moins dangereux que HCl. Du coup, ils étaient quand même un peu plus contents. Une autre étape ici, donc ils utilisent BBR3. Alors BBR3 c'est toxique, c'est corrosif et c'est cher. Donc ils ont changé ça par HBr. Bon, au fond, les chimistes organiciens, c'est pas le truc le plus sympa aussi HBr, mais c'est toujours plus simple à utiliser pour les chercheurs dont ils vont devoir manipuler et récolter le produit et les déchets. Et donc ça et toute autre modification, en fait, ça leur a permis d'améliorer leur rendement. Donc ils avaient un rendement de 1%. Alors, 1% c'est faible, mais c'est quand même 4 fois plus que ce qu'ils avaient avant. Du coup, vraiment, ils étaient super contents. Et donc, ça leur a pris beaucoup moins longtemps. Ils ont réussi à en récolter une quantité plutôt acceptable. Et donc, après, ce qu'ils devaient faire, en fait, c'est à nouveau s'interroger sur comment réaliser donc, une meilleure synthèse pour s'assurer donc, que tout fonctionnait bien et choses comme ça. Mais à la fin, ils étaient quand même un peu plus contents. Du coup, j'ai parlé très vite, donc je suis un peu en avance. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, si on fait un bilan. Donc, le choix de la maladie, je n'en ai pas trop parlé. Donc, on a vu quelles étaient les différentes cibles en fait, qui permettaient donc, à un médicament de s'y fixer dans le corps. Comment est-ce qu'avec les différentes forces de liaison qu'on peut avoir sur notre médicament, on peut s'assurer d'une certaine sélectivité. On a vu à quoi peut ressembler un composé principal dans le cadre donc, de la pénicilline, dans lequel on a vu que la structure avait été développée très tôt pendant le XXe siècle, mais que maintenant, vu que les bactéries présentent une forme de résistance à cette pénicilline, il faut s'adapter et donc synthétiser donc, de nouveaux médicaments à partir des structures de base. Les tests cliniques, je n'en ai pas parlé. Et donc on a vu ensuite comment l'étape de manufacture peut influer sur la synthèse que vous avez passé des mois à développer ici,
tout simplement parce que vous arrivez avec un rendement de 0,25% et donc vous n'allez pas pouvoir mettre en vente votre médicament. Donc, si j'avais eu plus de temps, parce que quand je révisais, j'avais vraiment pas de temps, je vous aurais parlé de ce qui a marqué dans mon résumé. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on fait de l'imagerie, on peut potentiellement faire de l'imagerie médicale. Et donc là, ça aurait été le point de vue, non pas donc, industriel, donc avec pour but de vendre un médicament et de le mettre sur le marché, mais c'est plutôt à quoi ça ressemble en fait un stage dans un laboratoire en recherche publique. Donc moi c'était à Jussieu, à l'université de Jussieu, pas très loin, pendant 2 mois, et j'ai tenté des trucs qui ressemblaient à ça. Et je vous aurais expliqué à quel moment c'était vachement fun quand même. Mais du coup j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Non, c'était très clair. Non, pas de questions. Oui, Liliane. Pour avoir un ordre de grandeur, ça coûte combien les médicaments? Ça dépend des médicaments en fait, ça dépend de ce que tu pars, ça dépend énormément. J'ai pas trop d'ordre de grandeur, ça dépend vraiment aussi de ce que tu vas avoir à utiliser en fait. C'est-à-dire que en plus les coûts sont pas assurés par tout le monde, par la même personne, par le même organisme. C'est-à-dire qu'au tout début en fait tu vas vouloir former une très très petite quantité de médicaments et tu peux avoir ça peut être pris en charge par des laboratoires publics qui vont trouver genre, une structure qui va fonctionner. Et après, ça va être repris par un grand laboratoire, par exemple Sanofi, en fait, qui va développer tout le procédé, donc avec les tests cliniques et autre chose. Et combien ça coûte, j'avoue, je ne sais pas trop en fait. Ça varie vraiment selon le médicament et selon ce que tu as besoin d'utiliser pour réaliser justement tes différents substituants. Si tu vas commencer à avoir des composés qui sont extrêmement chiro, ça va coûter plus cher parce que c'est plus compliqué à faire. Donc voilà. James, c'est une question? Oui. Tu parlais de pureté énotomérique dans ton dialogue, tu n'as pas trop parlé. Tu parlais de pureté énotomérique pardon, dans tes dialogues. Tu n'as pas trop parlé, mais du coup, c'est suffisamment haut pour pas avoir un composé toxique. Attends. Non, c'est pas ça. Donc attends. Donc là. Donc je parle de ma pureté énotomérique. C'est-à-dire qu'à la fin ici, donc notre composé, il est chiral. Ici, la chiralité, elle est obtenue par cette étape en fait. On va avoir cet acide qui va permettre d'obtenir cet intervalle et qui après va nous donner ici cette liaison qui a donc, cette configuration. Et en fait, ils ont réalisé que cette étape en fait, permettait d'obtenir l'énantiomère qu'on souhaitait avec un très très bon ratio, c'est-à-dire que dans la première voie de synthèse, ils avaient à la fin 99,9% de celui-ci et l'énantiomère qui était vraiment présent en très très faible proportion. Et dans la deuxième voie de synthèse aussi. Voilà. Et du coup, tu sépares les deux après ou font l'autre? Non, je crois que dans ce qu'ils expliquaient parce que je me suis basée sur un papier universitaire pour ça, ils expliquaient que ils étaient tellement contents sur leur pureté énantiomérique que ils ne parlaient même pas de comment est-ce qu'on allait pouvoir isoler l'autre énantiomère. Hein. Franchement, j'ai jamais lu un papier qui avait l'air aussi content de ce qu'ils faisaient. Hein. Et aussi triste aussi, hein, parce qu'il y a une partie où ils n'étaient pas très contents. La seule chose, c'est de savoir si l'autre a une toxicité, si l'autre éventuellement apparemment présente un... Voilà. Apparemment pas, mais en plus c'était vraiment... ils étaient censés... En fait, ils étaient quasiment arrivés au bout du process, et ils se sont rendus compte que c'était pas tenable en fait, vu leur rendement, du coup ils étaient quand même extrêmement déçus et énervés de devoir recommencer. Et ils ne se sont pas du tout arrêtés sur la toxicité apparemment de l'autre éventuellement. Voilà. Oui, Liliane? Tu as fait combien de personnes qui ont travaillé pendant 5 ans? Alors, de manière générale, alors je pense que beaucoup des gens de l'équipe y ont participé, mais ils disaient que ça mobilisait à temps plein 3 chimistes et 2 techniciens. Ce qui quand même est assez, pour une synthèse, la synthèse d'une seule molécule, qui est un peu long quand même. Et alors, aux yeux du papier, en fait, ce qui est marqué, c'est que c'était quand même un gaspillage de ressources assez conséquent.
Oui, ça semble pas si nombreux que ça, mais en vrai, ça commence à faire beaucoup. Surtout que c'est des gens qui pourraient passer à d'autres parties en fait, de la synthèse et qu'ils ont été mobilisés sur ça pour un rendement de 0,25%, donc c'est un peu décevant. Ouais. C'est pas des équipes d'une centaine de personnes qui travaillent sur ça. Ouais. Autre question? Ouais. Du coup, est-ce que vous pensez que la chimie c'est quand même cool? Ou est-ce que ça vous fait un peu peur? Non, je parle lycéen en fait. Bon, ok, on va passer sur la partie de la diapo avec voilà, ça. Alors, à quel moment il y a un sourire? Voilà, il y a un sourire. Bon, du coup, est-ce que ça vous fait moins peur sur cette diapo? Bon, sinon un peu quand même. Non, c'est un peu dommage que j'ai pas eu trop le temps d'en parler, mais du coup, vu que personne n'a des questions, on va continuer. On va parler en fait de ce que je voulais raconter après, donc sur mon stage en fait, donc c'est de la recherche dans un laboratoire public. Et donc j'en parle parce que moi au lycée, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait la recherche dans un laboratoire public. Je savais que je voulais faire de la chimie, mais alors qu'est-ce que j'allais en faire? J'en savais rien. Et donc en arrivant à l'ENS, on nous a dit tiens, vous allez faire des stages dans des laboratoires et vous allez apprendre ce que c'est d'être chercheur. Donc super, et en fait, un stage de 2 mois, finalement, on se rend compte que c'est très très cool. En fait, donc moi, ce que je devais synthétiser, c'était un truc qui ressemblait, si j'arrive à ça, bon, dans l'idée à ça. Ça, c'est pas si bizarre que ça, hein. C'est assez simple chimiquement à faire. On a ce genre de choses, non, mais on a ce genre de choses qui s'enfilent là-dessus. Donc dans l'idée, c'est simple. Après, en pratique, c'est super compliqué. Donc on a des synthèses. Ce qui se passe en fait, c'est que je vous aurais présenté donc, les étapes de la synthèse que moi j'ai fait, qui m'a pris donc 6 semaines. Donc j'aurais expliqué à quel point j'ai trouvé ça super cool en fait, et je vous aurais dit non mais les TP c'est pas très marrant, mais vous verrez en fait c'est super bien leur gars. Bon, au fond ils sont pas d'accord, mais oui, un peu plus mince. Et donc ce que ça veut dire en fait d'être donc à sa paillasse en fait toute seule. Et donc de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer le procédé, pourquoi est-ce que ça prend 2 heures alors que ça s'en durer une demi-heure, pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre produit, pourquoi est-ce que ça n'a pas la couleur que c'est censé avoir, et donc à comment est-ce qu'on s'adapte en fait au jour le jour. Bon bah aujourd'hui j'avais prévu de faire telle manipulation, mais j'ai pas pu, parce que mon produit il est toujours pas, la synthèse n'est toujours pas finie, donc qu'est-ce que je vais faire à la place, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour que ça fonctionne mieux. Et surtout quand on arrive en thèse, en fait moi j'avais 2 mois, du coup c'était très simple ce que j'ai fait, mais c'était pour montrer que au niveau de la thèse, donc oui ça vous paraît très très loin si jamais un jour vous voulez faire une thèse, hein, mais c'est changer d'idée tout le temps en fait pour finalement trouver ce qui fonctionne le mieux. Et j'aurais fait un lien avec ce que j'expliquais avant pour vous expliquer qu'en fait c'est parce que des gens passent du temps dans le laboratoire en fait, de recherche publique à se casser la tête sur des structures qui vont marcher, qu'après ça peut être développé en fait pour faire quelque chose de plus accessible au grand public. Et c'est parce qu'il y a un chercheur un jour dans son labo qui a découvert donc, la pénicilline, qu'on peut tous être soignés quand on a une bronchite, ou guérir les soldats qui ont certaines infections, des choses comme ça. Et j'aurais trouvé ça important à dire. Du coup, je l'ai dit. Oui, peut-être une dernière question, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a toi motivé à faire de la chimie? Qu'est-ce qui t'est pris dans la chimie? Alors moi je veux dire, moi je trouvais que, voilà, bon peut-être pas ça, mais vous voyez cette diapo, moi je trouve ça marrant, mais moi personnellement, moi je trouve ça très cool, c'est hyper stylé en fait. Et j'aimais en fait l'idée en chimie qu'on puisse partir d'une molécule comme celle-ci, et après avoir galéré dans les mois de synthèse comme moi j'ai pu faire dans mon stage par exemple, on arrive à quelque chose d'un peu compliqué comme ça. Et en fait j'aime aussi l'idée qu'on puisse donc changer les molécules en fait, parce qu'on a décidé qu'on allait provoquer certaines réactions. Et bon, j'ai un peu ragé contre la chimie pleine de couleurs et tout comme ça, mais je trouve ça vachement sympa aussi comme image. Du coup j'étais un peu déçue de voir à quoi ça ressemblait un laboratoire, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que bah, c'est pas comme ça, mais c'est quand même super cool. Et aussi parce que moi je voulais travailler dans la chimie avec une application à la santé, et il s'avère que dans mes cours,
que ce soit au lycée, en prépa, des choses comme ça. Tout ce que je vous ai présenté, je ne l'ai jamais trouvé en fait. Je le verrai peut-être plus tard, mais toute ma expérience, je l'ai basée sur un bouquin. Moi, je n'ai jamais étudié précisément, et je me suis dit que ce serait cool en fait d'en parler parce que c'était ce qui me passionnait dès le début. Je voulais qu'avec ce que je savais comprendre et faire en chimie, je puisse aider les gens. Donc ça arrivera peut-être un jour, pour le moment j'ai peut-être fini mes études, mais aussi ce qui était assez marrant, c'est qu'au début moi je pensais que la chimie en effet c'était que des grosses molécules qui font un peu peur comme ça, mais en fait c'est vraiment pas que ça. Donc j'encourage à venir aux conférences suivantes parce que vous verrez qu'en chimie il y a vraiment beaucoup de domaines en fait qui ne traitent pas forcément de la chimie sous-l'angle que j'ai abordée, pas forcément du tout, pas forcément de la chimie organique, et que ça peut être super intéressant sans ressembler à ce que vous voyez en fait au lycée ou en prépa. C'est très varié et malheureusement les programmes ne vous permettent pas en fait de pouvoir voir ça, vous n'avez pas le temps. Et puis c'est pas le but en fait, mais c'est important de montrer que ce qu'on fait c'est quand même super important. Et puis c'est sympa aussi. Ouais. Et du coup, s'il y en a en fait au lycée qui ont notamment des questions en fait sur c'est quoi les études de chimie, qu'est-ce que tu fais après, à part être derrière ta paillasse en fait, c'est pas que ça non plus. Sur leur orientation notamment, parce que au lycée c'est important l'orientation, qui veulent venir en parler là après, je suis aussi disponible. Voilà. Merci. Merci.